Bon, comme souvent lors des rattrapages du mois d'août chaque année, c'est un peu plus léger que d'habitude. Les vacances. Voilà, partir en vacances, donc forcément, j'ai un peu coupé les ponts et je suis pas allé au ciné pendant 3 semaines. Donc, j'ai essayé de mettre le plus de choses possible, mais vous vous en doutez, il va en manquer plein. Il y a plein de films que j'ai pas vus durant le mois d'août, il y a plein de films que j'aurais aimé voir ou alors que j'ai pas eu l'occasion de voir. J'ai réussi à mettre à peu près tout ce que j'avais envie dans ce mois. Donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de passer en revue les quelques films que nous avons loupés durant ce mois d'août 2025. Dans le genre petite comédie rétro et ringarde, ça sentait la petite perle ici. Que ce soit dans le fond comme dans la forme, sur la base de ce que l'on pouvait voir dans la bande-annonce ainsi que ce casting, on avait clairement l'impression de voir un ensemble un peu ringard, un peu daté, pas forcément mauvais sur le papier, mais qui ne sonne pas forcément comme une vraie et bonne idée. Team Story fait de The Pick-up un moment de comédie trop long pour cette idée, pas assez divertissant pour tenir la route de bout en bout, qui ne sonne pas pour autant comme terriblement mauvais, notamment dans la gestion de l'action par le cinéaste américain, mais on sent derrière que l'ensemble sonne comme trop simple, comme trop facile, comme trop convenu, comme souvent d'ailleurs avec le metteur en scène, mais franchement, même si l'idée n'était pas folle, cela aurait pu être un peu plus fourni et fun. Et au final, c'est drôle, mais pas pendant 1h34. Et puis en termes de casting, Pete Davidson use un peu trop de la carte du personnage crétin, et au bout d'un moment cela ne marche plus, et Eddie Murphy est sympathique, mais on sent que l'acteur n'est pas forcément hyper à l'aise maintenant dans ce genre de registre. C'est pas fou, c'est pas catastrophique non plus, mais c'est pas bon. Il aurait pu y avoir une bonne idée ici, je le pense foncièrement, mais non. Et je dis cela sincèrement. On aurait pu attendre un peu de fun et surtout un peu de surprise en voyant la base de cette œuvre de cinéma qui se voulait clairement pour les plus jeunes et qui sonnait comme un divertissement dans la veine d'un certain cinéma américain pouvant donner lieu à une œuvre entraînante et amusante. Mais au bout du compte, il n'y a pas de réseau d'Édouard Pluvieux et clairement une comédie lourdingue et pas passionnante, qui se tient presque uniquement grâce à son duo de jeunes héros, et je ne parle pas de ses antagonistes pas du tout bien construits et qui sonnent clairement comme une version franchouillarde des casseurs-flotteurs, mais sans réelle justesse de composition et de construction, donnant lieu à une comédie qui possède 15 minutes de fun vers la fin, mais qui reste très lourde le reste du temps. Reste qu'heureusement, Roman Angel et Roxane Barazuol sont là pour amener une bonne ambiance au long métrage et faire en sorte que les deux jeunes héros puissent être attachants et touchants parce que sinon, le temps aurait clairement été très long. Une comédie lourde et pas du tout subtile, mais qui, je reste encore persuadé de ça, aurait pu être bonne. Les stars ne sont pas toujours faciles à peindre au cinéma. Et l'exercice du documentaire est dans le genre quelque chose de compliqué pour un auteur, pouvant parfois donner lieu à de jolies surprises, mais pouvant également donner lieu à une œuvre qui vire vers le bon moyen d'idolâtrer quelqu'un sans lui donner un relief qui sonne comme humain et comme sensible. Steven Leckart offre avec Stans un documentaire qui souhaite mettre surtout en avant les fans de l'artiste Eminem, et même si le long métrage qu'il nous offre est parfois un peu trop lisse dans son approche de l'artiste, au vu de l'angle d'attaque, il est indéniable que le cinéaste a su tout de même donner un petit twist au projet, offrant ainsi une perspective humaine qui donne lieu à un regard sincère, pas toujours fin ou subtil dans son traitement de l'émotion à l'écran, mais au fond, c'est pas ce qu'on demande. La présence des nombreux et variés fans du rappeur américain à l'écran offre également une belle force au métrage, et la justesse de composition des portraits que nous offre le cinéaste par-dessus cela, mis en relief par la présence également d'Eminem à l'écran, apporte une sensibilité qui fait encore plus décoller le film. Une œuvre qui met très bien en avant les fans avant l'artiste, et ça c'est une très bonne chose. Bon, clairement, faire ça en 2025, qui a eu cette idée ? Non, parce que franchement, sur le papier, cela sonne comme une blague. Qu'une personne se soit dit en 2025 que ce serait une bonne idée de relancer une saga aussi étrange que celle-ci, mais également aussi datée dans son genre, où l'on sentait clairement que les personnages et l'ensemble n'avaient plus grand-chose à nous offrir. Pourtant, Akiva Schaffer nous offre Y a-t-il un flic pour sauver le monde version 2025, avec une certaine énergie et une certaine justesse, qui fait que franchement, on passe un bon moment, autant dans la logique comique et divertissante de l'ensemble que simplement dans la forme qui habite le long métrage. Mais après se pose la question de la justesse de l'ensemble, et là pour le coup on sent que les auteurs derrière ce projet auraient pu aller bien plus loin, auraient pu bien plus s'éclater avec l'ensemble, et même si ça marche, on sent que par instant cela aurait pu aller beaucoup plus loin, clairement. Après, cela reste bien emmené par le surprenant couple à la vie comme à l'écran Pamela Anderson, un pur talent comique efficace et fun, et Liam Neeson, qui démontre une nouvelle fois qu'il est à son aise aujourd'hui dans la comédie et qu'il faut qu'il y reste encore un peu. Une bonne comédie,
Mais c'est un peu tout finalement, et c'est un peu dommage. Quand on veut faire une bonne suite, je pense vraiment qu'il faut un petit truc en plus. Ce petit truc en plus peut être n'importe quoi, allant simplement d'une bonne idée de mise en scène, ou de mettre en relief de la meilleure manière possible un autre personnage du premier volet, ou simplement de faire en sorte que l'aventure qui se développe devant nous sonne comme différente et comme cool à suivre. Timo Tchadjanto réussit un peu à surprendre avec sa manière de mettre en scène Nobody 2. Mais on sent que l'écriture, même si elle parvient à toujours être aussi drôle et fun, sonne aussi comme un moment un peu trop lisse et pas assez surprenant pour parvenir à totalement nous surprendre et à donner une nouvelle lecture de cet ensemble de personnages divertissants mais sans trop de relief ou de surprise dans leur développement pour réussir à être plus qu'un bon actionneur bourrin mais sans réelle surprise pour nous spectateurs. Après, encore une fois, Bob Odenkirk est bon dans le rôle de Hutch, mais on sent aussi que l'acteur n'a pas assez le loisir de pleinement et totalement s'amuser avec son personnage. Et même à côté, pour le coup, Sharon Stone en fait trop, et du coup, on sent que ça ne marche pas. C'est un sympathique actionneur, mais sans ce fameux petit plus, malheureusement. Pas facile de remaker un film simple, et en plus un peu oublié. Parce que sur le papier, on est sur un petit film comique qui a maintenant tout de même 36 ans, et qui finalement n'a jamais vraiment traversé aussi bien les époques qu'il l'aurait souhaité, et qui se pose aujourd'hui à nouveau dans l'air du temps avec un remake tout de même offert par le papa de la saga Mon beau-père et moi. Jay Roach livre donc une version 2025 à la Guerre des Roses, œuvre qui sonne comme un bon moment d'humour, sans forcément beaucoup de surprise ou d'étonnement quand on connaît le style du cinéaste, et qui manque peut-être tout de même un peu de piquant, même si l'auteur a tout de même su insuffler quelques fragments d'irrévérence et d'humour un peu noir, malgré tout on a un peu la sensation de voir quelque chose de simple, qui fonctionne par le biais de son casting, sans grande nouveauté non plus pour donner de la surprise aux spectateurs. Après, le duo que forment les excellents Olivia Colman et Benedict Cumberbatch donne un vrai cachet à leur personnage, et permet à une grande majorité de l'humour de tenir la route et de faire en sorte que l'on ait envie de voir ses protagonistes avancer au fil du récit. Pas de surprise, mais une bonne comédie sur le moment. Arriver à faire un nouveau film après un César n'est jamais très simple pour un auteur. On pourrait dire la même chose d'un Oscar, mais il est indéniable qu'en plus en France, à l'image de la Caméra d'Or à Cannes, lorsqu'un auteur repart avec le César du meilleur premier film, on attend beaucoup de son deuxième passage derrière la caméra en imaginant beaucoup de choses, surtout des bonnes, bien évidemment. Vincent Maël Cardona avait un sacré poids sur les épaules avec son Roi Soleil. Et en un sens, ce cinéaste arrive sur certains points à donner lieu à une œuvre assez forte et même plutôt puissante par instant, mais aussi, et c'est certainement là que le film pêche, à une œuvre qui est souvent maladroite, que ce soit dans ses effets, que ce soit dans son style, que ce soit dans sa narration, aussi opaque que parfois beaucoup trop limpide. Bref, il est évident que le jeune cinéaste français avait une idée, mais qui ne parvient pas totalement à équilibrer sur l'ensemble d'une proposition tout de même alléchante et prenante. Et pour cette partie-là, il peut compter sur un excellent casting que les très bons Pio Marmaille et Lucie Zhang emmènent avec une maîtrise folle du début à la fin, parvenant à porter le reste d'un casting clairement 5 étoiles et même assez étonnant dans son genre. Cela aurait pu juste être un tout petit peu plus subtil et fin. Il n'est pas simple pour un auteur de réussir à constamment rebondir. Et dans le genre, pas facile aussi de chercher à offrir un divertissement plus léger, lorsque le style que l'on est habitué à offrir aux spectateurs depuis maintenant un bon petit moment sonne plus comme quelque chose de très sérieux et de premier degré, et que d'un coup on a envie d'un peu de légèreté et de fun. Darren Aronofsky est clairement un cinéaste sérieux, mais avec Prise au piège ou Code Stealing dans sa version originale, le cinéaste semblait clairement vouloir faire de l'œuvre de Huston un bon gros défouloir déjanté et bien allumé, et même si cela peut sonner comme un peu plus simple que d'habitude pour l'auteur américain, on sent que tout de même il y a du plaisir dans la forme et dans le fond d'une œuvre linéaire, classique et convenue même, mais qui reste un bon divertissement, assez déjanté, et comme évoqué avant, bien allumé pour nous amuser durant une majorité de son temps. Ajoutons à cela qu'Austin Butler apporte beaucoup en tête d'affiche de long métrage où il est clairement un immense atout, ça et la coupe punk de Matt Smith, qui fait énormément rire lorsqu'elle apparaît à l'écran. Un bon retour, fun et cool, tout simplement au cinéma pour Darren Aronofsky. Pendant que j'étais en vacances, celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler. Et en même temps, qui n'en a pas entendu parler depuis sa sortie à la fin du mois d'août? Tout le monde a évoqué ce qui se revendiquait comme le premier vrai film de super-héros venant du Maroc, soit un pari aussi audacieux que finalement très étrange, voire même carrément bizarre on peut le dire.
Anouar Mouatassim n'y est pas allé par quatre chemins avec Atoman, un film que l'on peut clairement qualifier de mauvais, voire même qui est très mauvais par instant. J'ai personnellement des retours de gamers qui me viennent en tête par instant devant la proposition du metteur en scène, mais qui sauve un peu la mise par une impression de mauvais goût tellement peu présente dans la conception et le développement du métrage, que rien que pour ça, il faut saluer le film, qui se prend tellement au sérieux et qui cherche tellement à aller loin dans son délire, qu'il ne se rend même pas compte qu'il va trop vite, qu'il ne sait rien mettre en place, qu'il abuse clairement de la 3D, et cela pour le pire, comme pour le meilleur du pire. Et après, clairement, que ce soit l'artiste, qui n'en est clairement pas un ici en tant qu'acteur, ou Sami Nasseri, qui semble avoir complètement oublié qu'il fut une étoile montante de sa génération dans la fin des années 90, bref, casting pépite dans le genre. C'est mauvais, mais on en est réduit à ce point où ça en devient presque drôle par moment. Donc on passe pas un si mauvais moment que ça. C'était un peu plus léger que d'habitude. En même temps, voilà, comme j'ai dit, il y en a plein que j'ai loupé, plein que j'aurais aimé voir, et plein que j'ai pas pu. Bravo à vous si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis au mois prochain pour continuer les rattrapages, parce que n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.